Il y a un moment dont presque personne ne parle. Un moment qui ne semble pas dramatique vu de l'extérieur. Pas de cris, pas de vengeance, pas d'effondrement. Mais psychologiquement, c'est un tremblement de terre. Carl Jung a découvert quelque chose qui perturbe profondément les personnalités narcissiques. Non pas parce que cela rend les empathiques cruels, mais parce que cela les rend inaccessibles. Et les narcissiques ne peuvent pas survivre à ce qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ce moment survient lorsque l'empathique n'est plus blessé, mais fini. Pas amer, pas endurci, pas vengeur, juste fini. Jung a décrit cela comme un tournant alchimique, une réaction psychique où le poison n'est pas expulsé, mais absorbé, digéré et transformé en quelque chose de complètement différent. Il a appelé ce processus « alchimie psychologique ». Et une fois que cela se produit, l'empathique ne devient pas dangereux comme le monde s'y attend. Il devient incassable. La plupart des gens se méprennent sur les empathiques. Ils pensent que l'empathie est une faiblesse. Ils pensent que la sensibilité est synonyme de fragilité. Ils pensent que la gentillesse est de la naïveté. Mais Jung voyait les choses différemment. Il croyait que les empathiques possédaient ce qu'il appelait un être authentique, une psyché enracinée dans l'expérience vécue plutôt que dans l'image. Les narcissiques, en revanche, ne vivent pas à partir de leur être. Ils vivent à partir de leur persona, de leur masque, de leur reflet, de leur énergie empruntée, de leur validation externe. Là où l'empathique ressent profondément, le narcissique joue profondément. Et cette différence change toute une fois que l'empathique atteint son point de rupture. Un narcissique se nourrit de réactions, d'admiration, de peur, de confusion, de chaos émotionnel. C'est ce que Jung conceptualisera plus tard comme une forme de vampirisme psychologique. Pas maléfique au sens cinématographique, mais inconscient. Le narcissique ne draine pas parce qu'il aime la cruauté. Il draine parce qu'il est vide. L'empathique, quant à lui, a toujours été plein, mais il fuit. Il fuit de l'énergie, il fuit le pardon, il fuit la compréhension, il fuit les chances. Jusqu'au jour où il s'arrête. Et c'est là que l'équilibre des pouvoirs s'inverse. Jung a averti que la transformation psychologique la plus dangereuse n'est pas la rage, mais l'intégration. Car lorsque l'empathique intègre ce qu'on lui a appris à réprimer, la colère, les limites, le discernement, l'autorité de soi, il ne bascule pas dans la cruauté. Il bascule dans la clarté. C'est là que Jung a introduit le principe d'énantiodromie, la tendance des choses à se transformer en leur contraire lorsqu'elles sont poussées à l'extrême. L'empathie excessive finit par devenir souveraineté. Le don sans fin devient maîtrise de soi. Le silence devient présence. Et la présence est terrifiante pour ceux qui s'appuient sur la manipulation. Voici la partie à laquelle les narcissiques ne s'attendent jamais. L'empathique ne riposte pas. Il retire son accès psychique. Plus d'explications. Plus de défense. Plus de preuves de la réalité. Juste un changement interne. Et soudain, la manipulation n'a plus d'endroit où se poser. Jung croyait que ce moment marque le début de l'individuation, le processus qui consiste à devenir entier. Ni bon, ni moral, ni socialement acceptable. Entier. Et la plénitude ne négocie pas avec le dysfonctionnement. C'est pourquoi une personne empathique qui en a assez ne crie pas. Elle reste calme. Elle ne dénonce pas le narcissique. Elle ne cherche pas à obtenir justice. Elle n'a pas besoin de tourner la page. Elle cesse simplement de participer à l'illusion. Et l'illusion est l'oxygène du narcissique. Jung a écrit un jour que le plus grand fardeau qu'un être humain puisse porter est une vie non vécue. L'empathique a trop vécu pour les autres. Le narcissique a trop peu vécu en lui-même. Lorsque l'empathique cesse d'offrir son monde intérieur comme refuge, le narcissique est contraint de faire face à son propre vide, et cette confrontation est insupportable. C'est le moment alchimique. Le moment où la souffrance devient perspicacité. Quand la douleur devient structure. Quand l'empathie devient pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres. Le pouvoir intérieur. Et à partir de ce moment, l'empathique commence à passer par différentes étapes psychologiques. Des étapes que Jung a décrites bien avant que la psychologie moderne ne leur donne un nom. Des étapes qui aboutissent à quelque chose de rare. Un empathique qui ne peut être manipulé. Une personne empathique qui voit instantanément à travers les masques. Une personne empathique qui ne confond plus l'amour avec l'effacement de soi. Dans la partie suivante, nous explorerons les 3 niveaux de développement empathique, de l'empathie inconsciente à la conscience blessée, jusqu'à ce que Jung appellerait la psyché souveraine.
Nous commencerons également à analyser pourquoi les narcissiques paniquent lorsqu'ils sentent ce changement, avant même que la personne empathique n'ait prononcé un seul mot. Partie 2. Les 3 étapes de l'éveil de l'empathique. Carl Jung n'a jamais utilisé le mot « empathique » tel que nous l'utilisons aujourd'hui. Mais il les a parfaitement décrits. Il a décrit un certain type psychologique, profondément en phase avec le champ émotionnel, très réceptif aux autres, aux états intérieurs, instinctivement orienté vers le sens plutôt que vers la domination. Ce que Jung a remarqué, c'est que ces personnes ne restent pas les mêmes tout au long de leur vie. Elles évoluent, et cette évolution suit 3 étapes distinctes. La plupart des gens ne quittent jamais la première. Beaucoup souffrent sans fin dans la deuxième. Très peu atteignent la troisième. Et les narcissiques craignent la troisième plus que l'exposition. Étape 1. L'empathique inconscient. C'est là que commence l'empathie. L'empathique inconscient ressent tout, mais ne comprend presque rien à la raison pour laquelle il ressent ses émotions. Il absorbe les humeurs. Il intériorise le blâme. Il se sent responsable de la douleur des autres. Il confond l'intensité émotionnelle avec l'intimité. Il confond le lien traumatique avec l'amour. Il confond le sacrifice de soi avec la vertu. À ce stade, l'empathie est poreuse. Il n'y a pas de limite, car les limites semblent cruelles. L'empathique inconscient croit que, si j'aime plus fort, si j'explique mieux, si je pardonne plus profondément, ils changeront. Jung dirait que cet empathique s'identifie à l'ombre des autres. Il porte ce que les autres refusent d'affronter. Et les narcissiques le reconnaissent instinctivement. Pas consciemment, instinctivement, comme un prédateur qui sent un système nerveux ouvert. C'est pourquoi les narcissiques sont si rapidement attirés par les empathiques. L'empathique reflète. L'empathique écoute. L'empathique valide. Mais ce que l'empathique considère comme une connexion est en fait une projection. Le narcissique projette un moi idéal. L'empathique projette de l'espoir. Et tous deux croient à l'illusion, pour des raisons très différentes. Mais finalement quelque chose se brise. Car l'empathie sans individualité devient épuisante. Et l'épuisement force la prise de conscience. Ce qui nous amène à la deuxième étape. Étape 2. L'empathique blessé qui s'éveille. C'est la phase la plus douloureuse. C'est là que l'empathique réalise « j'ai donné vie à quelque chose qui se nourrit de moi ». Jung appelait cela la rencontre avec l'ombre. Pas l'ombre du narcissique. La sienne. La colère qu'on leur a appris à réprimer. Les limites qu'on leur a appris à considérer comme égoïstes. Les instincts qu'on leur a appris à remettre en question. C'est l'étape de la confusion. Ils oscillent entre la compassion et la rage. Entre la culpabilité et la lucidité. Entre partir et rester. Ils voient la manipulation, mais se sentent toujours responsables. Ils comprennent le schéma, mais espèrent toujours qu'il changera. C'est là que les narcissiques se battent le plus pour reprendre le contrôle. Pourquoi ? Parce que la prise de conscience affaiblit le sortilège. À ce stade, les narcissiques intensifient leurs efforts. Ils manipulent de manière plus subtile. Ils jouent les victimes de manière plus convaincante. Ils alternent cruauté et affection. Ce n'est pas une stratégie. C'est de la panique. Car Jung avait compris quelque chose d'essentiel. Une fois qu'une personne prend conscience d'un complexe, celui-ci commence à perdre de son pouvoir. Et la dynamique narcissique est un complexe. Une boucle psychique alimentée par une participation inconsciente. L'empathique blessé demande souvent « Pourquoi est-ce si douloureux, même après avoir vu la vérité ?» Parce que la prise de conscience précède l'intégration. Voir le poison n'est pas la même chose que le neutraliser. Cette étape est la nuit noire de l'empathie. Mais c'est aussi la porte d'entrée. Étape 3. L'empathique souverain. C'est une étape que Jung a rarement observée, mais qu'il respectait profondément. L'empathique souverain ne perd pas son empathie. Il la maîtrise. Il ne fusionne plus émotionnellement. Il observe. Il n'explique plus à outrance. Il s'exprime une seule fois, clairement. Il ne cherche plus à être compris. Il se comprend lui-même. Cet empathique a intégré son ombre. La colère devient discernement. La sensibilité devient perception. La compassion devient choix. Et voici la partie que les narcissiques ne peuvent tolérer. L'empathique souverain ne réagit pas. Pas d'approvisionnement émotionnel. Pas de défense. Pas d'effondrement. Juste une présence. Jung croyait que l'individuation culmine dans l'autorité intérieure. Pas la domination. Pas le contrôle.
l'autorité sur son énergie psychique. Cet empathique n'est plus disponible pour le vampirisme psychologique. Parce qu'il ne divulgue plus son identité. Il est ancré. Et les personnes ancrées sont immunisées contre la manipulation. Le narcissique ressent instantanément ce changement, même si rien n'est dit. L'énergie de l'empathique ne réagit plus au crochet. Pas de culpabilité. Pas d'urgence. Pas de poursuite émotionnelle. Et soudain, le narcissique se retrouve seul avec lui-même, ce qui est le seul endroit où il ne peut pas survivre. Dans la partie suivante, nous aborderons la méthode RISE. Comment cette transformation se produit-elle réellement en interne, étape par étape, à travers le processus d'individuation de Jung. Nous exposerons également la différence entre le vampirisme psychologique et l'empathie consciente, et pourquoi l'un s'effondre tandis que l'autre perdure. Partie 3. La méthode, RISE et la mort du vampirisme psychologique. Carl Jung croyait que le véritable changement ne se produit pas en pensant différemment. Il se produit lorsque la psyché se réorganise. Pas par des affirmations, ni par la volonté, mais par la confrontation consciente avec ce qui a été évité. C'est là que l'éveil de l'empathique cesse d'être émotionnel et devient structurel. Pour comprendre cela, nous devons parler de ce que Jung reconnaîtrait comme un mouvement d'individuation en 4 étapes. Ce que nous appellerons la méthode RISE. Ce n'est pas une technique. C'est une séquence psychologique. Une fois qu'elle est enclenchée, elle ne peut être inversée. R. Reconnaissance. La reconnaissance est brutale. C'est le moment où l'empathique cesse de romancer la souffrance. Il reconnaît des schémas plutôt que des incidents isolés. Il cesse de se demander « Pourquoi sont-ils comme ça ?» et commence à se demander « Pourquoi suis-je encore là ?» Jung soulignait que la projection se dissout dès que la responsabilité revient à soi-même. Il ne s'agit pas de se blâmer soi-même, mais de se réapproprier soi-même. L'empathique reconnaît que son empathie était sans limite et non vertueuse. Que sa loyauté était mal placée et non noble. Que son épuisement est une information. Et cette reconnaissance brise l'emprise du narcissique. Car la manipulation repose sur la confusion. Intégration. C'est l'étape la plus mal comprise. L'intégration ne signifie pas le pardon. Elle ne signifie pas mieux comprendre le narcissique. Elle signifie intégrer les traits rejetés de l'empathique. Sa colère. Son refus. Sa capacité à s'éloigner sans explication. Jung a averti que ce que nous refoulons ne disparaît pas. Cela nous contrôle de l'intérieur. L'empathique qui refoule sa colère devient docile. L'empathique qui intègre sa colère devient perspicace. C'est là que l'empathique cesse d'être moralement prévisible. Et la prévisibilité est ce sur quoi comptent les narcissiques. À ce stade, quelque chose d'étrange se produit. L'empathique se sent moins émotif, mais plus vivant. Moins réactif, mais plus présent. Parce qu'il n'est plus divisé. Il n'externalise plus son ombre vers les autres. Il la porte consciemment. Et une ombre consciente n'est pas dangereuse. Elle est protectrice. Séparation. Il ne s'agit pas d'une distance physique. Il s'agit d'un retrait psychique. L'empathique cesse d'expliquer son monde intérieur à quelqu'un qui s'obstine à le méconnaître. Il cesse de se disputer avec une réalité déformée. Il cesse de rechercher la responsabilité. Jung a décrit cela comme le retrait des projections. La psychologie revient à sa source. Et lorsque cela se produit, le narcissique vit quelque chose de terrifiant. L'irrélevance. Pas le rejet. Pas l'abandon. L'irrélevance. Ce qui est pire. C'est pourquoi les narcissiques essaient souvent de provoquer une réaction pendant cette phase. De la colère, des larmes, n'importe quoi. Car même une attention négative rétablit la connexion. Mais l'empathique n'est plus disponible émotionnellement. Pas fermé. Complète. Une certaine incarnation. C'est le changement final. L'empathique ne pense plus différemment. Il existe différemment. Son système nerveux change. Sa posture change. Sa voix ralentit. Il ne se précipite pas pour combler le silence. Il fait confiance à son autorité interne. Jung pensait que c'est à ce moment-là que le soi, et non l'ego, devient le centre organisateur de la psyché. Et à partir de cet état, la manipulation ne s'enregistre tout simplement plus. Vampirisme psychologique versus empathie consciente. Nous pouvons désormais nommer clairement la différence. Le vampirisme psychologique se nourrit de la réaction. L'empathie consciente fonctionne à partir du choix. Le vampirisme s'effondre sans approvisionnement.
L'empathie consciente n'a pas besoin d'autorisation pour exister. L'empathique souverain peut ressentir profondément sans donner accès. Il peut aimer sans disparaître. Il peut voir la douleur sans l'absorber. Et c'est pourquoi les empathiques éveillés deviennent terrifiants pour les narcissiques. Non pas parce qu'ils attaquent, mais parce qu'ils ne peuvent pas être consommés. Dans la dernière partie, nous explorerons les guerriers empathiques, non pas des combattants, mais des individus intégrés qui évoluent dans le monde avec une autorité tranquille. Nous répondrons également à la dernière question que Jung nous a laissée. Que se passe-t-il lorsque l'empathie et le pouvoir coexistent enfin dans la même psyché? Partie 4. Le guerrier empathique et la fin du masque. Carl Jung n'a jamais cru que le but du développement psychologique était la bonté. Il croyait que le but était la plénitude. La bonté sans force s'effondre. La force sans empathie corrompt. Mais lorsque l'empathie et la force s'intègrent, quelque chose de rare émerge. Ni un sauveur, ni une victime, ni un combattant. Un guerrier empathique. Le guerrier empathique ne combat pas les autres. Il combat la fragmentation intérieure. Il ne cherche pas à démasquer les narcissiques. Il laisse les narcissiques se démasquer eux-mêmes. Par leur absence de pertinence. Jung avait compris qu'une fois que le moi devient le centre organisateur de la psyché, le chaos extérieur perd son autorité. Le guerrier empathique n'a pas besoin de dominer. Il n'a pas besoin de gagner les disputes. Il n'a pas besoin d'être cru, car sa réalité est confirmée en interne. C'est pourquoi les narcissiques finissent par abandonner les empathes éveillés. Non pas parce qu'ils sont vaincus, mais parce qu'il n'y a plus rien à tirer. Pas d'admiration, pas de culpabilité, pas de turbulence émotionnelle, juste une présence calme et ancrée. Et la présence ne peut être manipulée. L'effondrement du masque Jung croyait que la persona, le masque, était nécessaire au début de la vie. Mais lorsqu'il devient toute l'identité, il devient une prison. Les narcissiques vivent à l'intérieur de leur persona. Ils doivent jouer leur rôle en permanence. Ils doivent être vus. Ils doivent être validés. Le guerrier empathique, en revanche, n'a plus besoin d'être vu. Il voit. Et ce regard, calme, clair, sans réaction, est insupportable pour quelqu'un qui survit grâce à l'illusion. C'est là l'ironie finale. L'empathique n'a jamais voulu le pouvoir. Mais le pouvoir l'a trouvé quand même. Au moment où il a cessé de s'abandonner. Pourquoi l'empathique excédé est vraiment dangereux? Pas dangereux dans son comportement. Dangereux pour le dysfonctionnement, dangereux pour les cycles, dangereux pour l'inconscience. L'empathique excédé ne sauve plus. Il n'explique plus les abus. Il ne spiritualise plus la souffrance. Il quitte les systèmes qui exigent l'effacement de soi pour fonctionner. Et ces systèmes s'effondrent lorsque l'empathie disparaît. Jung a écrit un jour, « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. » C'est exactement ce que fait l'empathique lassé. Y compris sa colère, y compris ses limites, y compris son refus d'être consumé. Et de cette acceptation naît une autorité tranquille qui ne peut être contestée. La vérité finale. L'empathie n'a jamais été censée être un don sans fin. Elle était censée être une perception. La sensibilité de l'empathique n'était pas un défaut. C'était un entraînement. Un entraînement à voir sous les masques. Un entraînement à ressentir les changements subtils. Un entraînement à reconnaître quand quelque chose n'est plus vivant. Une fois cet entraînement terminé, l'empathique ne retourne pas à l'innocence. Il retourne à la vérité. Et la vérité ne crie pas. Elle ne convainc pas. Elle ne poursuit pas. Elle se tient debout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce message n'était pas un divertissement. C'était une reconnaissance. Et la reconnaissance est le premier pas vers la liberté.